Salut chers informés et bienvenue dans ce second numéro de SAT Politique, votre chaîne YouTube qui se propose de balayer de façon brève, décontracter l'actualité politique hebdomadaire marquante dans les 5 continents du monde. Appelez-moi SAT, un passionné de l'actu politique. Nous sommes à la semaine 10 de 2022 et dans le sommaire, nous serons au Sénégal et au Cap-Vert pour l'Afrique, en Pologne et en France pour l'Europe, aux USA pour les Amériques, en Chine et au Japon pour l'Asie et en Australie pour l'Océanie. C'est parti, nous démarrons cette revue d'actualité avec le continent africain et comme premier pays le Sénégal pour parler du coup de fil de Macky Sall à Vladimir Poutine. Macky Sall a porté la voix de l'Afrique dans la recherche d'une solution pacifique à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine s'est entretenu mercredi avec Vladimir Poutine. Le Sénégalais a notamment fait part de la disponibilité du président russe à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. En attendant, les armes dictent leur loi. Le 24 février, l'Union africaine avait appelé au respect de la souveraineté nationale de l'Ukraine tout en mettant en avant le rôle primordial du dialogue. L'Afrique n'est pas épargnée par le conflit. L'Ukraine vient d'annoncer à l'ONU le rapatriement de ses 250 casques bleus déployés en RDC dans le cadre de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Un retrait qui concerne aussi ses hélicoptères, entre autres. Ce contingent comprend 250 soldats. Nous prenons acte de cette décision et remercions l'Ukraine pour sa solide contribution à la MONUSCO et aux autres opérations de paix, a ajouté le porte-parole. Au-delà de ce contingent, l'Ukraine compte en RDC 6 officiers, 5 policiers et 7 experts onusiens, a-t-il précisé. Reste à savoir si le pays maintiendra ses 16 militaires présents au Soudan du Sud et les 12 autres déployés au Mali. Sur le plan humanitaire, les étudiants africains inscrits en Ukraine ont éprouvé toute leur peine du monde pour quitter ce pays en proie au bombardement russe. Une fuite sur fond de traitement raciste. Le plan d'actualité de cette semaine est marqué par la signature d'un nouveau plan de coopération entre le Cap-Vert et le Portugal. Les deux pays ont signé mardi un nouveau plan de coopération jusqu'en 2026 à l'occasion du 6e sommet entre les deux pays à Praia. Ce nouveau programme de plus de 95 millions de dollars s'articule autour de 6 axes thématiques, entre autres éducation, économie, sécurité et défense. Les deux pays veulent, à travers ces accords, donner un coup d'accélérateur à la coopération qui avait pris un coup de froid pendant cette période de pandémie de Covid-19. Ce sont les investissements de ce type qui permettent au pays de se développer. L'éducation est bien sûr un moteur pour tout. Les femmes et les hommes peuvent tout transformer, a souligné Ulysse Correa Silva, le Premier ministre capverdien. Les membres des deux gouvernements ont également signé un protocole de partenariat pour la mise en œuvre du programme de coopération technico-policière et de protection civile. Un protocole de coopération sur la mise en œuvre du réseau des bibliothèques scolaires et du plan national d'éducation. Ce sommet était le 6e depuis la signature du traité d'amitié et de coopération en 2010 et selon la déclaration conjointe, il a permis de vérifier une fois de plus le partenariat stratégique privilégié qui unit les deux pays et qui est reflété dans l'excellence des relations politiques et de la coopération conjointe pour le développement dans les domaines les plus divers, ainsi que dans une coordination exemplaire dans le cadre de la coopération multilatérale du consensus sur les sujets les plus divers de l'actualité internationale. Partons maintenant en Europe où l'actualité politique a été tout aussi riche. Commençons par la Pologne qui est face au défi de l'afflux des réfugiés ukrainiens, surtout les femmes et les enfants. Les Ukrainiens arrivant en Pologne ces dernières années étaient une main-d'œuvre très recherchée pour faire face au développement économique du pays, notamment dans le secteur de la construction ou du secteur agricole. Mais de nombreux hommes ukrainiens travaillant en Pologne sont rentrés dans leur pays pour combattre ou rejoindre leurs proches depuis le début de la guerre. Et les réfugiés arrivants sont principalement des femmes. Le profil de la main-d'œuvre est donc en train de changer. Nous savons déjà que les offres de travail qui sont libres ne pourront pas être pourvues par des femmes, pas à 100% en tout cas. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, les postes possibles ne sont pas destinés à la fois aux hommes et aux femmes, informe Agnieszka Kozowicz au Forum polonais sur la migration.
L'autre problème qui va se poser, c'est celui de la garde d'enfants, qui n'est pas un point fort en Pologne. Donc l'arrivée de nombreuses femmes avec les enfants dans notre pays va entraîner un défi majeur quant à subvenir aux besoins des femmes pour qu'elles puissent travailler et faire en sorte qu'elles trouvent un travail compatible avec le fait qu'elles soient des mères célibataires. Nous poursuivons toujours en Europe avec la France. Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge de départ à la retraite. Emmanuel Macron a des idées concernant la retraite en cas de réélection à la tête du pays. Le président souhaite relever l'âge de départ à la retraite à 65 ans contre 64 ans évoqué auparavant. La mesure consiste à mettre en place un âge pivot n'ayant pas valeur de couperet plutôt que de relever l'âge légal d'ouverture des droits. Avant la crise du Covid, l'exécutif plaidait en faveur d'un projet de loi de réforme des retraites avec un âge pivot fixé à 64 ans. Emmanuel Macron n'imagine pas cette potentielle réforme effective, non pas en un quinquennat. Si les réformes entrent en vigueur en 2023, elles seraient totalement achevées 9 ans plus tard. Il y aurait ainsi une transition progressive. Chaque génération devrait cotiser 4 mois supplémentaires au fur et à mesure des années jusqu'en 2032. Une manière d'essayer de faire passer la réforme en douceur et par là même de parler à l'électorat de droite en coupant l'herbe sous les pieds à la candidate des Républicains Valérie Pécresse qui propose déjà la retraite à 65 ans. Cette réforme présente plusieurs avantages aux yeux d'Emmanuel Macron. Elle est plus simple à actionner et permettra de faire des économies rapidement. En effet, l'état des comptes du régime des retraites est lourdement déficitaire. Pour rappel, plusieurs pays en Europe ont déjà poussé l'âge légal au-delà de 64 ans, parmi lesquels le Danemark, l'Italie et la Grèce. Décollons pour l'Amérique, plus précisément aux États-Unis, qui sont pessimistes à l'issue du conflit russo-ukrainien. La Russie misait sur une opération éclair pour contrôler l'Ukraine. 12 jours après le début de la guerre, l'armée russe continue à bombarder le pays et progresse, mais elle a été surprise par la résistance ukrainienne. Même constat à Washington, les experts américains ne s'attendaient pas à un tel scénario, même s'ils sont conscients des capacités de l'armée de Kiev. Depuis 2014, Washington renforce, soutient, équipe l'armée ukrainienne en ayant livré près de 3 milliards de dollars d'équipement depuis 2014, explique Pierre Morcos, chercheur au CSIS, le Center for Strategic and International Studies de Washington. Le deuxième élément de surprise pour le renseignement américain, ce sont toutes les défaillances de l'armée russe et notamment les défaillances de la chaîne de logistique. Poursuit Pierre Morcos, certains médias ont montré des images de blindés russes coincés à quelques kilomètres de Kiev, manquant de carburant et de vivres pour les soldats. Ces difficultés montrent un manque de professionnalisme, de préparation de l'armée russe à un conflit de telle intensité. Sur le plan de la force mentale, les soldats, on a noté un certain nombre de défections. Ce conflit montre que derrière les apparences, l'armée russe est peu prête. Les renseignements américains notent un basculement de stratégie depuis quelques jours après une phase de guerre éclair avec des frappes précises. L'armée russe intensifie ses bombardements sans distinction entre civils et militaires. Vladimir Poutine a également brandi aussi ces derniers jours la menace nucléaire, une menace que le Pentagone ne prend pas forcément au sérieux. En revanche, les États-Unis prennent au sérieux le risque d'escalade non voulu sur le plan nucléaire, d'où la création d'une ligne de communication directe entre les États-Unis et la Russie. Le secrétaire de la Défense américaine a aussi annoncé le report d'un exercice à dimension nucléaire pour éviter toute incompréhension qui pourrait conduire à une escalade. Malgré la résistance de l'armée ukrainienne et les défaillances de l'armée russe, les États-Unis sont pessimistes sur l'issue de ce conflit, constate le chercheur, d'où l'adoption de sanctions massives, l'accélération de la livraison d'armements militaires pour forcer Moscou à accepter les négociations. Partons en Colombie, la candidate Bettencourt choisit son libérateur comme vice-président. Candidate à l'élection présidentielle du 29 mai en Colombie, la franco-colombienne et ancienne otage de la guérilla marxiste des FARC, Ingrid Betancourt a annoncé jeudi
avoir choisi le potentiel vice-président, le colonel qui avait mis fin en 2008 à ses 6 années de captivité dans la jungle amazonienne. J'ai dû choisir la personne que je considère comme le meilleur partenaire pour mener à bien cette mission contre la corruption, le colonel José Luis Esparza a déclaré dans une interview aux médias en ligne Cambio, Madame Bettencourt, qui a quitté une coalition centriste en janvier pour se présenter seule à la présidentielle. Aujourd'hui à la retraite, le colonel Esparza fut le héros de Jacques, a souligné l'ex-otage. 61 ans, la référence à la célèbre opération de l'armée colombienne qui permit sa libération. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance car il m'a sauvé la vie, a déclaré Bettencourt. Dans la suite de cette revue d'actu politique, allons en Asie et en Chine, qui a réaffirmé son amitié éternelle à Moscou. Si la Chine se dit prête à continuer à jouer un rôle constructif pour faciliter le dialogue dans ce qu'elle continue d'appeler la crise ukrainienne, nul ne doit s'y tromper. L'amitié entre la Chine et la Russie est éternelle et résistante à toute épreuve, a rappelé le lundi 7 mars le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi lors de sa conférence de presse annuelle. Alors que la France, par la voix de son ambassadeur en Chine, l'Union européenne, par celle de Josep Borrell, son haut représentant pour les affaires étrangères et les États-Unis, par celle d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, ont ces derniers jours appelé la Chine à davantage s'engager comme médiatrice. Wang Yi a réaffirmé l'importance de son engagement aux côtés de la Russie. D'ailleurs, nous devons garder à l'esprit la paix et la stabilité à long terme de la région et mettre en place un mécanisme européen de sécurité équilibré, effectif et durable, a dit le ministre représentant quasiment mot pour mot les revendications de Vladimir Poutine adressées à l'OTAN. Partons au Japon, des voix s'élèvent pour réarmer la nucléarisation de l'archipel. Face à la triple menace nucléaire russe, chinoise et nord-coréenne, le Japon doit se réarmer et au minimum demander au Pentagone d'entreposer des missiles à tête nucléaire dans les bases militaires américaines situées dans l'archipel. Ce discours que l'on entend de plus en plus en haut lieu divise les Japonais, à l'image de ces tokyoïstes. Des missiles nucléaires alors que des centaines de milliers de Japonais ont péri dans des bombardements atomiques? Mais enfin, dit un homme, ce serait une abomination. On aurait dû renoncer depuis longtemps à notre tabou des armes nucléaires, confie une femme. Nous ne sommes plus en sécurité, donc vivement qu'on se dote d'une telle arme. Vu ce qu'il a subi en 1945, la priorité du Japon, c'est l'interdiction des armes nucléaires, pas leur prolifération, retorque une autre. Le jour où le Japon se nucléarisera, ce sera terrible en termes d'image internationale. On va vraiment déguster et on ne l'aura pas volé. Réplique cette autre femme. Le Premier ministre Fumio Kishida, qui est originaire de Hiroshima, s'oppose à la nucléarisation du Japon, mais se sent triste, isolé dans sa propre majorité. Il pourrait donc être emporté par la fronde de l'aile ultra-conservatrice, de nationalistes et de son parti, d'autant plus qu'elle est menée tambour battant par l'ex-ministre Shinzo Abe lui-même, un des hommes politiques les plus puissants du pays. Nous achevons cette revue en atterrissant en Océanie, plus précisément en Australie, où le Premier ministre annonce la construction d'une nouvelle base de sous-marins. Pouvoir se déployer rapidement dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, c'est l'objectif recherché à travers la construction d'une seconde base de sous-marins sur la côte Est, annoncé ce lundi par le Premier ministre australien Scott Morrison. La création d'une nouvelle base de sous-marins sur la côte Est accroîtra nos capacités de dissuasion stratégique, a-t-il déclaré lors d'une intervention au Lowy Institute. Cette nouvelle base, dont l'emplacement sera déterminé d'ici à fin 2023, viendra s'ajouter à celle existante sur la côte ouest située à proximité de Perth. Nous finissons en restant toujours en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison a fait sa première tournée en Nouvelle-Galles du Sud, ravagée par des inondations.
Alors que le Premier ministre visitait l'Ismore, ravagé par des inondations, il ne pouvait pas faire grand-chose pour échapper à la colère de la population qui tentait de contourner les manifestations en se rendant à sa conférence de presse. Scott Morrison a effectué sa première visite de la zone sinistrée des rivières du Nord à la suite de son isolement dû au Covid-19. Mais sa visite a été étroitement contrôlée, ses gardiens faisant du mieux pour éviter une répétition des scènes qui ont suivi les feux de brousse de Sydney quand M. Morrison a été chahuté après avoir essayé de serrer la main aux victimes. Le Premier ministre a peut-être passé la journée à Lismore, mais il n'y a eu aucune occasion publique pour les membres de la communauté de rencontrer le chef du pays. Au lieu de cela, son apparition s'est faite en privé, loin de toute mauvaise publicité, mais après avoir rencontré les habitants d'une ferme familiale, il s'est finalement adressé à la nation après avoir fait attendre les médias. Il s'agit d'une catastrophe naturelle majeure d'envergure nationale, comme d'autres catastrophes naturelles que j'ai vues en tant que Premier ministre dans tout le pays au cours des 3 dernières années et demie, a-t-il déclaré en annonçant d'autres financements de paiement en cas de catastrophe. Nous arrivons déjà à la fin de cette revue d'actualité politique. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en likant, en commentant cette actualité et en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune publication sur cette chaîne. Retrouvez SAC Politique également sur Instagram pour être informé quotidiennement de l'actu politique. Portez-vous bien et on se retrouve au prochain numéro.